Est avec nous, gynécologue endocrinologue, et on évoque donc les douleurs féminines, évidemment beaucoup plus nombreuses que celles des hommes, bien qu'on ne néglige pas évidemment les douleurs des hommes également, mais c'est vrai que ces douleurs féminines, elles ont une influence considérable sur, j'allais dire, la vie des couples, hein, parce que c'est clair que lorsqu'on a mal, est-ce qu'on peut avoir envie de faire l'amour aussi souvent ? Et donc, c'est vraiment important qu'on aborde ce sujet avec Christian Jamin. Et c'est Annie qui est avec nous. Bonjour Annie. Oui, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Jamin. Bonjour. Une petite aparté, c'est pas sûr que les hommes tirent les femmes par les cheveux dans les cavernes. C'est pas sûr. Vous croyez qu'elles y allaient volontiers ? Allez savoir. Vous allez me réconcilier avec la préhistoire. Oui, moi, je souffrais d'endométriose. Donc là, maintenant, je suis ménopausée, ça va nettement mieux. Mais pendant longtemps, ça a été des douleurs, comme on le sait, hein, des douleurs infernales dans les jambes, dans le bas du dos, etc. Sans connaître la cause, bien sûr, puisque j'ai 57 ans et qu'à l'époque, personne ne savait ce que c'était que l'endométriose. Personne n'exagère rien, mais c'est vrai qu'on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est vrai. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Hein. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Vous voulez dire que quand vous aviez ces douleurs-là, vous ne saviez pas qu'en fait c'était dû à l'endométriose ? Ah, pas du tout. Pas du tout. D'accord. J'étais loin de me douter que je croyais que toutes les filles étaient comme moi. Hein. Voilà. Et c'était tout le temps ces douleurs-là ou c'était à certains moments ? C'était lors des règles. Hein. D'accord. Lors des règles, j'avais des règles douloureuses qui pratiquement me clouaient au lit. Hein. On sait le pourcentage de femmes qui, lors des règles, sont dans l'incapacité de faire autre chose que d'attendre que ça passe ? Alors, d'abord, quelle est la fréquence de l'endométriose ? Déjà, personne ne sait répondre à cette question, puisqu'on disait que ça Même touche... pas vous. J'ai mon opinion, mais on dit que l'endométriose, ça touche 10% des femmes. En fait, plus on a des machines performantes comme des échographies extrêmement pointues ou des IRM, plus on en trouve. Donc on finit par se poser la question de savoir ce que finalement, d'avoir une petite endométriose, est-ce que c'est pas extrêmement banal ? Et donc et peut-être pas douloureux, vous voulez dire. Ou pas douloureux, ou est-ce que les douleurs dites banales et normales ne sont pas des petites endométrioses qui n'évolueront jamais ? C'est aujourd'hui une des questions qu'on se pose, parce que moi qui travaille avec des spécialistes de l'échographie dans l'endométriose, par exemple, à chaque fois qu'une femme a mal au ventre, que je leur envoie, ils me trouvent quelque chose. Donc la question que je ne sais plus ce qui est une maladie et ce qui ne l'est pas. Christian Jamin, en même temps, si on prend n'importe quel organe, on sait très bien que plus on fait des analyses, plus on trouve des problèmes. C'est tout à fait exact. Voilà, c'est-à-dire, là on finit par se poser la question, à quel moment c'est une maladie grave ? Est-ce que les endométrioses qu'on trouve comme ça par des examens de faits plus ou moins systématiquement, est-ce que ça va rester des petites choses ou est-ce que ça va s'aggraver ? On est dans le flou le plus total dans l'histoire naturelle de cette maladie. D'accord. Et donc on en trouve de plus en plus. Voilà. En tout cas, Annie, elle avait une réelle souffrance. Et là, cette réelle souffrance est à prendre en cause, évidemment. Absolument. Et donc effectivement, moi alors on connaît l'endométriose depuis toujours, puisque c'est l'examen que j'ai eu à passer quand j'ai passé un de mes concours de médecine. Donc depuis pas toujours, d'hier. n'exagérons rien. Oui. Enfin, c'était pas la préhistoire non plus. Mais donc on savait que ça existait, mais c'était considéré comme une maladie exceptionnelle. Et donc on n'y pensait pas. Après. Et puis, puisqu'on disait qu'à l'époque, il fallait 7 ans entre le fait qu'on consultait un médecin pour un trouble et le jour où on vous annonçait le diagnostic. La durée, c'était 7 ans. Aujourd'hui, c'est quasi immédiat, parce que dès qu'une femme dit qu'elle a mal au ventre, le médecin pense à ça. Bien sûr. Donc, alors encore une fois, aujourd'hui, on est en pleine découverte de la fréquence de cette maladie et de ses conséquences.
Bon, on me parlait quand j'étais jeune de col rétroversé. Est-ce que c'est la même chose? Alors non, ça c'est totalement abandonné. L'utérus rétroversé, c'est une forme anatomique, j'allais dire normale, et qui en principe ne donne jamais de douleur. Pourtant, c'est vrai que vous avez raison, Annie. On en parlait beaucoup à l'époque, oui. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu de la part des sexothérapeutes, oui. Ouais. Bon, en tout cas, vous aviez vraiment mal, et vous aviez mal, j'imagine aussi, durant les rapports. Enfin, ça ne devait pas donner envie. Durant les rapports sexuels, effectivement, bon, c'était compliqué. Il fallait que je prenne sur moi, etc. Bon, j'étais assez libérée, et mes parents l'étaient aussi. Donc, pour moi, le problème, c'était de reculer au maximum le moment de la pénétration, parce que je savais que j'allais souffrir, suivant l'intensité du rapport. Et la position. Et la position. Alors, ma position préférée a été celle debout. Oui. Parce que debout et de dos, pour moi, c'était confortable. Oui, parce que la verge n'allait pas taper au même endroit. C'est-à-dire que quand on est couché dans la position du missionnaire, la verge vient taper sur ce qu'on appelle un cul-de-sac qui se trouve entre le vagin et le rectum, et c'est là que se trouvent souvent qu'on appelle les noyaux endométriosiques. Et donc ça, quand la verge vient toucher ce noyau, ça fait extrêmement mal. Donc ça, c'est la position du missionnaire. Mais quand on s'assoit sur son partenaire, la verge vient plus taper au même endroit, et la levrette non plus. Enfin, la levrette, oui, en position dans l'autre sens, si je puis dire. Donc, la verge ne va pas au même endroit, et souvent, les femmes endométriosiques vous disent qu'elles préfèrent ces positions-là. C'est ce que vous venez de dire. Oui. J'ai quitté un fiancé à cause de ça, parce qu'il avait un sexe qui était trop grand pour moi. Il me faisait mal, et donc je me disais non, ça va pas être possible de passer toute ma vie avec ce garçon qui est charmant, qui est adorable, enfin, il avait beaucoup de qualités, mais voilà, il avait un sexe trop grand pour moi, et j'avais des douleurs qui étaient insupportables. Pour moi, c'était pas possible. Un rapport sexuel. Donc j'ai choisi d'avoir des hommes qui étaient moins membrés. Moins membrés, et d'ailleurs le père de ma fille était un sexe plutôt petit, et mon dernier amant aussi plutôt petit, et ça me convient très bien, parce que moi j'ai pas cette appréhension de douleur pendant la sexualité. Et aujourd'hui, vous avez donc été ménopausée, donc vous avez plus mal. Est-ce que néanmoins vous préférez quand même un homme avec un petit sexe? Ça m'est resté. Effectivement, ça m'est resté. J'ai beaucoup plus de plaisir au début de la pénétration, c'est-à-dire à l'entrée du vagin. Oui. Alors après, on ne sait pas. Beaucoup de plaisir. Mais par contre, je me suis vue aussi être avec un homme qui était extrêmement bien membré, et me dire oulala, comment je vais faire. Et puis finalement, c'est bien passé. Mais post-ménopause, donc ça a certainement un rapport. Oui, mais bon, le plaisir de la femme ne vient pas forcément du fait que le sexe va jusqu'au fond. Un rapport sexuel où l'homme fait bien attention de ne pas aller tout au fond, ou d'accepter les positions dans lesquelles sa partenaire se sent le mieux, permet d'avoir une sexualité normale, même avec des grandes verges. Oui, après, il y a deux choses qui entrent en jeu, je pense, dans la jouissance féminine, et Annie, vous le dites bien, il y a à la fois les questions, on va dire, d'anatomie et d'endroits plus érogènes que d'autres, et dans ce sens, c'est vrai que c'est plutôt à l'entrée du vagin, près du point G, qui a le plus de stimuli érogènes, et ensuite il y a toute la fantasmatique, et là il y a des femmes qui ont besoin de se sentir très remplies, d'autres qui au contraire aiment mieux un petit sexe. Enfin après c'est pour ça qu'on peut pas non plus donner une définition parfaite de ce qu'est la jouissance féminine. Elle est quand même beaucoup plus complexe quand même si celle de l'homme n'est pas si simple que ça non plus. Je préfère l'ajouter. Mais vous êtes d'accord, Christian? Oui, bien sûr. Et puis, effectivement, ce qui est important dans le vagin, c'est plus la dilatation
que le fond. D'où la préparation indispensable. D'où la préparation et effectivement, quand la pénétration ne se fait qu'à mi-profondeur du vagin, eh bien, on est déjà là au niveau de ce qu'on appelle le point G. Bon, alors on va pas rediscuter aujourd'hui ce qu'est le point G, mais on est dans des zones extrêmement érogènes chez la femme, à l'entrée et dans le premier tiers du vagin. Parce que le vagin n'est pas n'est pas sensible. C'est-à-dire que, par exemple, quand une femme met un tampon, elle a quelque chose dans le vagin, elle ne le sent pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sensibilité au niveau du vagin. La sensibilité du vagin, c'est la dilatation. Donc ça n'est pas le frottement. Donc, donc effectivement, les femmes, quand on touche le vagin, n'ont pas forcément n'ont pas de douleur. C'est parce qu'il y a peu de fibres de sensibilité au tactile. Il y a des fibres de sensibilité, de dilatation. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais on peut vous donner plus d'explications si vous le désirez. Et pour ça, il suffit de nous appeler au 0826 300 300. Merci beaucoup Annie, en tout cas, de votre témoignage. Et on est ravis que ça aille bien pour vous maintenant.